Grand Paris Sud nous offre notre première dans un cinéma de 480 places. On a la plus grande salle d'un Waouh. complexe Rissorangis pour la première de notre documentaire. Et on se dit, mais quelle chance on a en fait. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient dans le sport, dans l'entrepreneuriat, le bénévolat ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Aujourd'hui, et c'est le cas un mercredi sur deux, vous allez retrouver un épisode consacré à l'entrepreneuriat, au bénévolat ou à l'engagement pour une bonne cause. Et n'oubliez pas, chaque vendredi, c'est un épisode Allez Vas-y consacré au sport. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera, à vous aussi, l'envie d'agir. Et si vous aimez ces parcours, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Bonne écoute! Donc je suis avec deux invités aujourd'hui, j'ai Alice Auclair et Lisa Verdiani sur le podcast. Bonjour mesdames! Bonjour. Alors, comment expliquer comment je suis arrivé à votre projet ? Parce que c'est votre projet qui fait que vous venez sur le podcast, tout simplement parce que j'ai lancé un financement participatif. Votre histoire est un cadeau pour que les gens puissent raconter leur histoire et la sauvegarder sous forme de podcast. Et j'avais lancé ça sur KissKissBankBank. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gratté. J'ai dit, tiens, je vais aller sur Ulule voir un peu comment ça fonctionne. Et là, pouf, je tombe sur votre projet. Ça parle d'entrepreneuriat. Et forcément, je suis intrigué, je suis curieux. Et donc, je vais voir ça. Et là, j'ai pris contact avec Alice pour dire, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir dans le podcast puisqu'on parle d'entrepreneuriat ? Donc voilà comment j'ai connu votre projet, Le Bon Sens. Donc, je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser d'abord, avant de parler de votre projet, vous présenter de manière assez succincte. Et puis, si les gens ils veulent en savoir plus sur vous, ils iront sur votre LinkedIn. Je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la parole en premier. Alors, c'est Alice qui va prendre la parole en premier. J'étais désignée Ok. d'office. Moi, il se trouve qu'en fait, j'ai une agence en stratégie à la fois commerciale et de communication. Mhm. Pour moi, c'est la même chose, surtout quand on a sa propre entreprise. Donc, depuis maintenant, je suis dans ma 5e année. Et en fait, moi, j'adore, c'est les humains, beaucoup plus que la stratégie ou que le commercial. Et je ne travaille qu'avec des gens qui détestent que le commercial. D'ailleurs, ma boîte, elle s'appelle Moi Commercial Jamais. Et je suis passionnée de l'entrepreneuriat. J'ai une asso d'entrepreneurs qui s'appelle Bouge ton fion et ta culture. Et puis j'ai une autre boîte où je suis officiante de cérémonie. Je la fais très courte. En gros, tu as compris que juste j'adore créer, j'adore me connecter aux gens et on y reviendra. Mais c'est cet amour-là qui a été aussi à l'initiative de notre projet. À D'accord. toi, Et Lisa. juste un point de précision, tu as été salarié et tu as aussi, aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais tu as connu le salariat aussi. Ouais, alors j'ai connu le salariat, effectivement, dès la fin de mes études. J'ai quand même toujours en moi eu envie de créer ma boîte. Je me revois à 18 piges, avec des copains autour d'une binouse, à essayer de trouver des idées de boîte. Et en général, c'est l'inverse, c'est la boîte, enfin, c'est l'idée qui te trouve. J'ai créé ma boîte il y a une quinzaine d'années, une première entreprise que j'ai fermée au bout de 3 ans. Je suis retournée dans le salariat et puis au bout d'un moment, ça te rattrape, hein. Et donc il y a 5 ans, je suis retournée à mes premiers amours qui sont l'entrepreneuriat. Ok, ok. Et toi, Lisa, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, moi, j'ai un parcours en 2 temps. J'ai été journaliste à la télévision pendant une quinzaine d'années, donc salariée, en Mhm. CDI, bien confortable. J'ai fait mes enfants, j'ai acheté ma maison, tout ça. Je me suis sentie bien rassurée sur tout ce que je voulais faire. Et puis, j'avais dans un coin de ma tête l'idée que à 40 ans, j'aurais ma boîte. Et j'étais titillée par le fait que je voyais des entrepreneurs dans mon secteur, dans la production audiovisuelle. Et je me disais, non, mais enfin, je l'ai trouvé comment dire, sans être méchante, mais je l'ai trouvé pas meilleur que moi. Mhm. Et moi, j'avais l'impression de pas être valorisée suffisamment dans les boîtes où je travaillais, dans les boîtes de télé où je travaillais. Et je me disais, en fait, je pourrais donner plus, quoi. Voilà. Et donc, j'ai créé ma boîte il y a pratiquement 10 ans, 10 ans le 1er avril.
et je fais de la communication audiovisuelle, donc c'est-à-dire que je produis et je réalise des films pour permettre à des entreprises, à des associations, à des collectivités locales, à des organismes publics de communiquer avec la vidéo. Voilà. Ok. J'aime bien ce que tu dis sur le fait, c'est bien l'honnêteté de le dire, c'est que c'est vrai que des fois quand on est salarié, qu'on va regarder sur LinkedIn ou sur d'autres endroits et qu'on voit certaines personnes qu'on connaît ou dont on connaît le travail se mettre en avant et dire je fais ça extrêmement bien et autres, il y a des fois des petites frustrations et c'est parfois cette motivation-là qui va pousser à dire bon allez, je vais... alors il y en a d'autres, hein, des motivations autour, mais en tout cas, je vais oser me lancer puisque cette personne-là, elle le fait et elle dit qu'elle le fait bien. Moi, je pense pouvoir le faire de la même manière. Tout à fait. Moi, c'était vraiment ça. C'était une espèce de truc, pourquoi pas moi? Mais il m'a fallu un peu de temps pour me rassurer et oser le faire. J'aurais jamais pensé, en fait, moi, j'étais pas formatée pour, dans ma famille, dans ma culture, j'étais pas formatée pour être indépendante et chef d'entreprise. Moi, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Mes parents, c'est profs et médecins. Donc, c'est pas du tout cet esprit-là. Et donc, c'est aussi un chemin que j'ai dû faire sur, bah oui, en fait, je peux être ça. Et m'assumer comme patronne et chef d'entreprise, c'est un chemin que j'ai dû faire. Ouais, ouais, effectivement, tu as raison. Il y a des personnes qui ont le background et qui ont la famille ou qui ont ça dans les gènes et qui se lancent très vite, d'autres qui prennent un petit peu de temps et puis d'autres qui mettent vraiment beaucoup plus de temps. Et je te rejoins sur ce point-là. Qu'est-ce qui vous a réuni? Est-ce que vous vous connaissiez d'avant? Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par des groupes d'entrepreneurs? Enfin, comment vous vous êtes déjà connus? Bah, je vais continuer, Mhm. moi, Lisa. En fait, ce qui nous a réunis, c'est la boîte d'Alice. Donc, elle organise des formations un peu décoiffantes, on va dire, qui s'appellent Poil à gratter. Et c'est des formations qui aident les entrepreneurs à trouver leur façon, la meilleure façon qu'ils peuvent avoir de vendre. Mhm. Et moi, je suis arrivée là parce que comme beaucoup d'entre nous, j'aime pas vendre. Et par contre, j'aime faire des films. Et en fait, j'arrivais pas à assumer la partie commerciale de mon activité. Et elle avait une approche très décomplexée par rapport à ça, très humaine. Et donc, j'ai fait cette formation avec Alice. Et c'est comme ça que moi, je l'ai rencontrée. Et puis après, la suite de l'aventure, bah, c'est au mois de septembre dernier. Et en D'accord. fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans, Non, il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et donc Ok. après, toi, bah, en septembre, là, tu as, un déclic, un nouveau... Bah alors après, voilà, là, je retombe directement dans la genèse Mhm. de l'idée du bon sens. Ça te va, Fred? Oui, ça me va très très bien. Alors juste peut-être avant, une question, Lisa, parce que c'est un sujet qui me parle et puis c'est un sujet qui parle à beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce domaine de création ou autre. Et donc Alice, tu apporteras ton éclairage. Et quand tu disais j'ai une difficulté à vendre, c'est aussi être capable de dire voilà, mon projet il vaut 5 000 ou 6 000 euros. Est-ce que tu avais tendance un peu à te dévaloriser? Parce que je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup d'entrepreneurs et qui est une grosse difficulté d'être capable de dire j'assume le fait que je vais demander à mon client 5 000 euros pour ce projet-là ou 6 000 euros ou 7 000 euros qui sont dans notre tête, dans notre inconscient, peut-être des fois pour certains des grosses sommes, et en fait, on se dévalorise un petit peu par rapport à ça. Oui, il y avait une part de ça. Moi, j'étais déjà assez avancée quand j'ai rencontré Alice, donc ma boîte marchait assez bien. Je vendais, je faisais des devis et des factures dans la production audiovisuelle. Ça monte assez vite, assez haut les prix. Mais c'est vrai que enfin, mettre un prix pour estimer ce qu'on vaut, ou en tout cas combien vaut le travail qu'on fait ou la journée de travail qu'on passe sur telle activité. Oui, c'était compliqué. Il y avait un côté, j'avais un peu ce côté-là, je l'avais un peu résolu parce que je pense que je vendais à peu près au juste prix. Mais parfois, oui, je pouvais avoir une espèce de truc. Oh, les pauvres, ils ont pas beaucoup d'argent. Je vais pas faire, je vais être sympa sur le devis, alors qu'en fait, bah, c'est toujours le même prix. Enfin, là, Ben ce que oui. tu produis, le temps que tu passes, voilà. Donc oui, il y a la question de la valeur de ce qu'on fait. Je l'avais un peu. J'étais un peu décomplexée, mais pas suffisamment. Et c'est vrai que le travail avec Alice, ça a été aussi voilà, d'assumer
je sais plus si c'est toi qui me l'as dit ou quelqu'un d'autre, Alice. C'est quand tu vas faire tes courses au supermarché, en fait, tu passes à la caisse et tu payes, quoi. Et Hmm. quand tu vends un film, mais en fait, tu fais payer aussi le film pour ce qu'il vaut. Donc, oui, j'étais un peu là-dedans et je me suis vraiment décomplexée avec ça. Et moi, je vais compléter là-dessus parce qu'on a Vas-y. fait, enfin voilà, parce que j'ai la vision extérieure. Je pense que Lisa, elle s'est autorisée aussi à voir plus grand Mm. et à aller sur les clients de cœur, de se dire, bah, je peux dépasser en fait le documentaire ou les films institutionnels que je fais et je peux aller vraiment taper des clients où ça me fait vraiment vibrer le cœur, où il y a de l'émotionnel parce que j'ai envie de monter ou de filmer en fait exactement comme ça avec ma spécificité, ma touche. Et du coup, ça a libéré un peu les chakras, tout simplement en disant en portant fort et haut ses convictions et sa façon de filmer ou de produire, ça a permis à qu'elle soit plus attirante aussi auprès des clients, peut-être un peu plus gros ou plus ambitieux. Et en fait, ça fait une bascule hyper rapidement. Et en fait, tout part de soi. Moi, c'est ce que je dis souvent. Et déjà, quand es convaincu de toi, mais derrière, en fait, il n'y a plus rien qui peut t'arriver, hein, en fait, parce que la conviction, elle se voit dans la pupille quand on te parle, hein. Moi, même pour Effectivement. préciser, Alice, Ouais. elle m'a obligée, sans, c'était pas obligé, je veux dire, avec un Si, si, il y avait fouet, du cuir, il y avait du un petit cuir, il y peu, avait tout ça, hein. Ah bah oui. à mettre ma tronche sur les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est très concret. Ouais. Moi, je me cachais derrière la caméra. Je filme les autres, je mets en valeur les autres, mais je voulais pas parler de moi. Et en fait, ce qu'elle fait Alice, c'est obligé à, en fait, ok, mais toi, ta spécificité, ta boîte, c'est toi. Faut que tu te mettes en avant, faut que tu nous parles de toi. Et ça, c'est ça le chemin que j'ai fait. Et c'est pas facile, surtout même quand tu viens du journalisme, où surtout il faut jamais parler de soi. Il faut toujours être très très objectif, mettre ses tripes en avant en disant bah ouais moi c'est comme ça que je veux travailler, je vends du Lisa. Ça c'est un chemin, mais c'est ça que j'ai compris. Alors, je vais préciser, c'est que c'est pas mettre sa tronche sur les réseaux pour la mettre, c'est mettre ses tripes sur les réseaux, c'est dire pourquoi on fait les choses. Et là, ça Mhm. n'a plus rien à voir comme impact et c'est pas du moi-je. Et la différence, elle est ultra subtile et c'est ça, en fait, qu'on n'explique pas forcément ou quand tu te lances, t'as pas l'idée qu'en fait, tu vas arriver à ce questionnement qui est très fin et qui va pourtant faire la différence où tu vas pouvoir vendre sans vendre, c'est-à-dire, tu as juste à être. Alors, ça paraît très philosophique et c'est limite la quête d'une vie. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un putain d'accélérateur sur qui on est, hein. Oui. Oui, effectivement, tu as raison. Et c'est. Alors, tu vois, je vais prendre le parallèle avec les sportifs de haut niveau. Mais Mm. souvent, et moi j'ai été recruteur et je sais que j'ai parlé avec pas mal de personnes et j'ai encore du réseau dedans. Si on prend un entrepreneur ou si on prend un sportif de haut niveau, quand il va arriver devant le recruteur, la plupart du temps, il va dire parlez-moi de vos expériences. Ah, vous n'en avez pas? Bah, si, en fait, l'expérience d'entrepreneur et l'expérience de sportif de haut niveau, c'est des soft skills énormes que le recruteur devrait percevoir. Ça commence à arriver, mais on n'est pas encore à la maturité de tout ça. Et tu as totalement raison, je te rejoins à 10 000 on a besoin aujourd'hui de faire comprendre que ces aventures-là, elles apportent énormément et elles apportent en plus aux entreprises. Quelqu'un qui était entrepreneur, quand il revient salarié, il sait ce que c'est derrière, hein. Il sait ce que c'est qu'une fiche de paye et des cotisations salariales à payer, etc. Il sait ce que c'est que toute la paperasserie, etc. à faire. Donc, la plupart du temps, embaucher un ancien entrepreneur parce que il a fermé sa boîte, parce qu'il a fait un choix et autres, c'est pas une mauvaise idée, hein, je pense, très Écoute, clairement. tu fais un super parallèle parce que ça fait écho à un de nos personnages, entre guillemets, du bon sens, qui est dans ce cas-là et qui dit que jamais il n'aurait eu le poste qu'il occupe aujourd'hui Mhm. sans ses années d'entrepreneuriat et jamais il se serait senti légitime à aller et à postuler pour ce poste-là et que on en rigolait parce qu'on le revoyait en disant ouais bah alors moi je pense plus du tout de la même manière, c'est de dire mais les gars quand vous faites des factures mais vous êtes sûr est-ce que vous facturez au bon prix mais vos Mhm. coûtants et en fait tu vois en fait l'envers du décor et en effet c'est des gens c'est des salariés qui comprennent le sens où ils vont aussi de la boîte. Bah, clairement. Et donc justement, on vient de faire une transition magnifique. Et c'est quoi le bon sens? C'est quoi ce projet? Le bon sens, en fait, c'est que tu l'as compris dans ces accompagnements que je fais. Alors, je vois ces chefs d'entreprise.
peu importe qu'ils démarrent ou qu'ils aient 10 ou 15 ans d'entrepreneuriat, Mhm. je me suis rendu compte l'année dernière qu'en fait, ils passaient tous par les mêmes étapes. Elles étaient plus ou moins longues et elles arrivaient plus ou moins à un moment donné de leur vie d'entrepreneur. Mais tous ceux qui venaient me voir pour dire Alice, je veux plus de clients ou je veux plus de thunes ou je ne sais pas vendre. En fait, derrière, on parlait de tout sauf de la technique, de voilà comment je vous apprends techniquement à faire ou de votre il faut mieux être en SASU ou en auto-entreprise, etc. Tout ça, c'est des infos qu'on a et qui regorgent sur le web. Mais moi, je les retrouvais perdus avec plein de questions en disant, mais comment enfin, comment je peux avoir plus de clients? Ils s'arrêtaient là. Et le chemin où je les accompagne pour qu'ils arrivent à être, ce qu'on vient de dire avec Lisa, c'est un chemin très émotionnel. Et je me suis dit, Mhm. mais en fait, regarde toutes les émotions qu'il y a. T'es ton pire ennemi. Tu peux avoir des fois des clients, mais avoir tellement peur parce que tu as une peur qui remonte d'ailleurs que finalement tu vas t'auto-saboter. Ou enfin, on peut parler du syndrome de l'imposteur, on peut parler du blocage du pognon de ton rapport à l'argent, bah, ça dépend de ton éducation. Il y a des gens où Oui. tes parents ils ont fait faillite, et ben alors là, ça résonne vachement fort chez toi. Et donc je me suis dit, mais ça serait tellement ouf qu'on puisse mettre en image ces émotions parce que physiquement, quand ils arrivent chez moi et un mois après, quand ils ressortent, alors on fait pas une colloque d'un mois, hein, attention. Je préfère préciser parce que là, comme ça peut être mal interprété, les mecs. Euh, mais quand on ressort de ce parcours-là, en fait, ils n'ont pas la même attitude physique. On a dégommé des trucs et c'est trop beau. Et j'avais envie de montrer ça. Et je me suis dit, mais on n'en parle pas, en fait, de ça. Mm. L'entrepreneuriat, on va en parler juste donc sur les aspects technico-techniques Mm. de business plan, mon cul, voilà. Ah oui, je suis obligée de préciser que j'ai une passion personnelle pour les gros mots. C'est une de mes raisons pour lesquelles je me suis lancée aussi dans l'entrepreneuriat. C'était pour être peinard, on va dire. Tu pourras mettre des bips si tu veux. Ouais, t'inquiète pas, je mettrai pas de bip, j'allais te le dire, il y aura pas de bip, ça Bon, ça restera c'est tel cool. quel. Et on s'est Mm. rendu compte aussi que l'entrepreneuriat, punaise, c'est soit on en parle quand tu as levé des fonds, soit quand ça marche. Mm. Et si possible, bah, ça marche de manière exponentielle et très vite. Et waouh, t'es un killer et t'es un winner. Mais on n'en parle pas sur juste bah, moi, mes copains et moi-même, entrepreneur, où on a des ambitions qui sont les nôtres. Parce que réussir, en fait, c'est ultra perso et c'est propre à chacun. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Bien sûr. Et du coup, ben, où est-ce qu'on parle de notre quotidien? Et on est en fait vachement plus nombreux. Bah, tout à l'heure, on regardait un article où, alors sans parler uniquement de l'auto-entreprise, mais rien que ça, c'est 1 milliard d'euros l'année dernière. Donc en fait, tu te dis, mais toutes ces entreprises entre 1 à 10, 15 salariés, euh, qu'on ont juste envie d'exister et de faire bien leur métier et qui, eh ben, en fait, où ils sont. Et donc, du coup, je me suis dit, mais j'aimerais les mettre aussi à l'écran. Et, quand j'ai eu cette idée comme ça, je me suis dit, bah, c'est bien, j'ai envie de faire un film. J'en ai jamais fait de ma vie, hein. Et moi, je suis la pro pour avoir pour moi, être entrepreneur, clairement, c'est un laboratoire. C'est tous les trucs que j'ai jamais fait. Bah, je vois pas pourquoi je les vivrais pas. Et puis, je me suis partie du principe que je n'ai pas plus qu'aucun autre. Faut juste savoir s'entourer des bonnes personnes. Et de là, en fait, je me suis dit, OK, qui c'est que je connais qui sait faire des films? Putain, mais Lisa. Donc, j'ai appelé Lisa. Je lui ai parlé, bah, comme je viens de vous parler. Et le démarrage, c'est est-ce que tu peux me faire un devis pour ces images? Et là, bah, m'a pas répondu. Il y a eu un grand silence un peu gênant et elle va vous dire la suite. Bah, la suite, c'est que je lui ai dit non, je vais pas te faire de devis. Je pense qu'en fait, un film comme ça, faut qu'on le fasse toutes les deux. Il faut que, parce que toi, tu investis, je vais pas devenir ta prestataire, en fait. On Mhm. va faire ce film toutes les deux. Parce qu'un documentaire, c'est aussi une façon de mettre ses tripes aussi dans l'écriture, dans le récit, dans qu'est-ce qu'on a envie de raconter, qui on a envie de montrer. Et moi, ça m'intéressait j'ai toujours du mal à travailler seule, donc j'aime travailler en équipe. Et comme je voyais qu'Alice, elle avait vraiment une vision, une envie, je me suis dit, ça va être hyper intéressant de travailler avec elle, même si on se connaissait pas. On savait pas, enfin, on se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé Mm. ensemble. Donc, on savait pas comment on allait ajuster un peu notre façon de travailler. Moi, je savais faire des films, mais Alice, elle avait une vision et un projet et une intention, une intention.
Et ben moi, je me suis dit, bah voilà, on le fait ensemble. Donc à partir de là, Roule ma poule. Et en fait, tout simplement, c'est notre vie qu'on met. Alors oui, on Mhm. n'est pas forcément. Alors on s'est prêté au jeu des teasers en mettant nos tronches dans les teasers, le temps qu'on tourne les images du film et pour parler de notre intention, comme tu dis. Mais concrètement, on n'est pas dans le film. C'est d'autres personnages, mais qui vont parler. En fait, ça nous parle énormément. C'est notre vie. Oui, et puis c'est vous qui allez faire le montage et donc vous allez donner, enfin vous allez créer un storytelling qui vous ressemble et qui vous Ouais. parle avec ce que les gens vous ont donné. c'est ça. Et l'occasion aussi, je vais me permettre de compléter ce que vient de dire Lisa, c'est que ce qu'elle m'a dit en priorité, c'est que putain, c'est cool de faire un film qui nous fait palpiter, enfin, qui l'a fait vibrer aussi, et avec pas de client au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est Mhm. hyper libre de se dire, on a l'idée du départ, et si on la veut, si on veut on voit qu'elle fonctionne pas, on veut la cadrer comme, enfin, autrement, etc. En fait, cette liberté totale, c'est une richesse. Et c'est ce qu'on est en train de se vivre. On s'offre une parenthèse dans nos vies d'entrepreneurs assez incroyable de liberté, d'émotion, de taf, hein. Ouais, puis Ouais. c'est un pari. En fait, quand même un pari. Alors, au départ, le pari, c'était est-ce qu'on va réussir à faire ce film toutes les deux? Et puis après, le pari, c'est est-ce qu'on va le réussir tout court, le film? Et Ouais. est-ce que... Les gens vont comprendre ce qu'on veut dire, notre intention. Et vraiment, moi, je le dis, dans les communications, alors qu'on n'a pas une image encore du film qui est sorti, hein, ça faut attendre le 23 Mhm. mars, mais les gens comprennent. Et en fait, ça fait écho en eux en disant, mais enfin, on va parler de nous. Moi, c'est ça qu'on a comme retour de plein de gens et ils disent, mais merci, ça faisait du bien, enfin. Ouais, et c'est une réalité. Et est-ce que vous pouvez, on a parlé du devis, est-ce que vous pouvez parler comment vous avez décidé de financer justement ce film? Donc vous donnez de votre temps, ça je pense que les gens auront à peu près compris, mais vous êtes de ce fait-là passé par un financement participatif. Alors, en fait, il y a plusieurs façons, enfin, il y a Mhm. plusieurs bouts. C'est-à-dire qu'on a la chance dans nos deux entreprises d'être très complémentaires en termes de compétences. Moi, je suis plutôt à la stratégie et puis à la communication, c'est ma partie, et Lisa, elle est sur le film. Donc ça, Mhm. c'est chouette. On n'a pas fait appel à des personnes extérieures, sauf sur des points techniques de finalisation du film. Mais du coup, on pouvait se lancer sans attendre de financement. Sauf qu'en fait, bah, notre temps, c'est quand même de l'argent, parce que pendant Bien ce sûr. temps-là, c'est pas des prestats qu'on vend. Donc, on a une comptabilité sur le temps qu'on va mettre et ce que ce film nous coûte. Et on s'est dit, mais on veut pas être toute seule aussi. Et ces investissements qu'on va faire, qui sont inhérents au tournage du film, bah, on va lancer un financement participatif. Et c'était notre première fois. Et on est allé donc sur Ulule en disant, bah, on va voir en fait si les gens, enfin, je vous avoue, c'était aussi une aventure, hein, parce que Mhm. on savait pas du tout comment ça allait répondre. On avait vraiment peur en disant, ah là là, combien on demande, comment on fait, est-ce que les gens ils vont comprendre? Et du coup, ça nous permet en fait de compléter le financement, notre investissement personnel. Voilà, cette cagnotte nous aide à compléter. Je vais faire une phrase correcte, ça peut être pas mal. Sur un podcast pour que les gens comprennent, c'est bien, parce que ça fait un peu texte à trous, mots croisés là, le podcast. Je me rends Choisissez le compte, bon hein. mot, mettez-le au bon endroit. On a mis un premier palier. Mhm. L'idée, c'est que le financement participatif sur Ulule nous aide sur la partie donc vraiment technique post-production parce que nous, on voulait faire des projections en salle. Mhm. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a quand même quelques contraintes techniques de fabrication, Bien sûr. de mixage, étalonnage, DCP. Pour Enfin avoir bon, une belle ça, c'est des qualité. choses un peu techniques pour pouvoir être diffusé en salle. Et ça a un coût. Et donc au début, bah voilà, on est allé chercher l'argent qui correspondait à ces besoins-là. Et ensuite, bah, on s'est dit bah, il fallait viser plus haut parce qu'au finalement le premier palier on l'a obtenu assez vite. Et donc bah voilà, est-ce qu'on peut viser d'autres paliers et qu'est-ce qu'on offre pour les paliers Ça supplémentaires? nous a permis d'augmenter la durée du documentaire, du coup, parce que ça nous met fait Mhm. plus de temps. On a aussi en banque des bonus, parce que il y a des interviews qui sont extrêmement sympathiques à avoir dans l'intégralité. Donc ça, c'est du temps de montage aussi pour mettre à dispo. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs paliers et on se dit après, rêvons, hein. Si on arrive jusqu'à 15 000 euros, ça nous permettrait de nous payer la location et de nous faire de la location d'une salle au Grand Rex pour se faire ben, ce plaisir-là, parce que c'est quand même pas rien. Mhm. Voilà. Et juste, je vais me permettre de préciser parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais les gens ne le savent pas forcément. Et quand on a lancé un financement participatif, on le sait après. Mais le premier objectif,
Si on met un objectif trop élevé, si on met par exemple 15 000 euros et qu'on atteint 14 900 euros, Mm. si on n'a pas atteint les 15 000, les gens sont remboursés et on touche rien. C'est ça. Donc c'est important, comme vous le dites, et c'est pour ça que c'est important de le préciser, de parler de palier. Le premier à mettre, on est toujours en train de se questionner, est-ce que je mets 2000, je mets 3000 ? Si j'atteins les 3000, peut-être que je remettrai un palier au-dessus, mais au début, je pense que sur le financement participatif, il vaut mieux viser humble et puis aller chercher d'autres paliers. C'est ce que vous êtes en train de faire, et donc on vous souhaite à tous d'aller chercher, à toutes les deux, d'aller chercher le palier à 15 000. Mais effectivement, il faut y aller par palier. T'as tout compris. Enfin, merci beaucoup d'avoir fait cette précision. J'aimerais, et c'est le moment où aussi je remercie des gens parce Vas-y. que quand on a parlé de cette idée-là, on est beaucoup suivi par Grand Paris Sud, qui est notre partenaire depuis le début, et deux personnes, Serge et Céline, ils se reconnaîtront, à qui j'ai parlé de mon dernier délire, parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des idées à la con de la mer au clair. Et sur un coup de fil, je leur parle de ça en disant qu'est-ce que ça. Enfin voilà, j'ai envie de mettre les émotions des entrepreneurs à l'écran. Est-ce que c'est une idée à la con? Et en fait, j'ai eu un retour en fait très positif en disant mais ouais, c'est une super idée. En fait, ils ont besoin de ça. Et ça, se dire qu'on est. Enfin, juste même humainement que ça valide, moi ça m'a fait du bien et je me suis dit bah alors on y va. Et du coup je suis retournée une fois que j'étais avec Lisa, je suis retournée les voir en disant bah écoutez, est-ce que vous auriez envie peut-être d'être partenaire et du coup voilà, on est ouvert à toute demande. Voilà, sur le chèque, vous pouvez mettre notre nom. C'est à quoi ils m'ont répondu, écoute, on n'a pas de pognon, mais on a des moyens en fait Mhm. techniques, on a des salles. Et clairement, tout de suite, ils nous ont soutenus là-dessus en disant bah, on va relayer la communication. Donc déjà, relayer une communication, c'est déjà énorme. Et on a beaucoup de partenaires en fait au fur et à mesure qui sont arrivés en disant mais on relaie à nos communautés, on montre ce que vous faites. Et aujourd'hui, ça finalement, c'est quasiment aussi précieux que des sous-soupes, même si le banquier ne dira pas ça, mais quand même. Ouais. Grand Paris Sud nous offre notre première dans un cinéma de 480 places. On a la plus grande salle d'un Waouh. complexe Rissorangis pour la première de notre documentaire. Et on se dit, mais quelle chance on a en fait. Parce que moi, je vais vous dire, je visualise, c'est un peu la morale de l'histoire, mais on va le dire quand même, un entrepreneur, ce qui est beaucoup plus important, c'est pas le business plan, c'est une vision. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans les veines. Et quand j'ai eu cette idée et qu'on en parlait avec Lisa, je dis, mais je nous vois, tu sais, sur l'estrade, dans un cinéma avec les fauteuils, et puis je vois tout le monde et tout, et en fait, tous les copains, ils seraient là. Et en fait, elle me regardait ça au clignant des yeux en disant, oh là, l'autre, elle s'enflamme comme d'hab, cette folle dingue. Et tu sais quoi, quand on a été visiter la salle de cinéma, mais c'était celle de mes rêves. C'était la même couleur que cadeau des sièges. Je te jure, c'est incroyable. Et tu dis, mais voilà, quand on y croit fort, et ben en fait, ça arrive. Faut juste pas douter. Ou même quand on doute, en fait, c'est de se raccrocher à ce qu'on ressent. Et ça, c'est ouf. Et donc, on va le vivre. Ok. Et pour être un petit peu dans le cœur du projet, comment vous avez sélectionné les personnes que vous avez mis à l'écran, les profils d'entrepreneurs? Est-ce que vous aviez écrit des profils types que vous aimeriez avoir et puis après vous avez eu la chance d'avoir des gens qui rentraient un petit peu dans les cases? Ou c'est l'inverse, vous avez eu des personnes et vous vous êtes dit en fonction des personnes qu'on veut mettre à l'écran, on va créer le storytelling qui va derrière? Alors en fait, au départ, on a un peu mis sur le papier les thématiques qui nous semblaient importantes à Mhm. aborder dans le film. Et ensuite, Alice, comme elle a comme avec ses formations, elle a vu passer beaucoup d'entrepreneurs, en face des thématiques, elle a mis des noms. Et on a mis des noms ensemble. Parfois, il y en avait deux, trois par thématique, par exemple. Et ensuite, on a essayé de faire un équilibre homme-femme ou point où ils en étaient dans l'entrepreneuriat, est-ce Mhm. qu'ils étaient débutants, au milieu, plus loin, etc. Et ensuite, on a fait, on leur a proposé. Donc là, on avait une espèce de shortlist et on les a tous conviés une même journée et on leur a dit, on va faire, c'est comme un casting, on va vous interviewer tous à la suite pendant 30 minutes. Et il va falloir que vous donniez le meilleur de vous-même parce qu'à l'issue de ce casting, on saura si on vous garde ou pas. On l'a fait un peu comme un jeu. Mais moi, j'avais peur que ça les déstabilise. Et en fait, non, ça les faisait marrer. Et ils trouvaient ça un peu challengeant et tout. Ils ont dit, bah ouais, d'accord. Et je leur dis, mais peut-être, si ça se trouve, on vous garde pas dans le film. Hein. Vous êtes au courant. Et ils ont dit, d'accord. Donc en fait, c'est parce qu'ils connaissaient Alice, hein, la plupart, et qu'ils avaient confiance et qu'ils avaient aussi confiance dans tout ce qu'on racontait de notre projet. Et donc ensuite, à l'issue de ce casting, la shortlist, elle s'est un peu resserrée.
Et puis on a ensuite aussi, finalement, on a encore resserré là où on On en en est est aujourd'hui. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de monter le film. On est dans la dernière phase vraiment de montage du film. Et c'est là que ça se resserre, qu'on dit tel personnage, il est vraiment fort, tel autre, il est un peu moins fort. Donc du coup, on garde celui qui est le plus fort sur la même thématique. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'on a ajusté, quoi. Ouais, alors c'est très drôle parce que ils sont donc on avait sélectionné 11 chefs d'entreprise et ce qui est quand on posait la question pour un peu les déstabiliser de t'es au courant que c'est un casting, t'as intérêt à être bon, exprès pour se marrer. Quelque part, tous leur réponse a été non mais vous ferez comme vous voulez, faites au mieux. Nous en fait, on veut être là pour on a envie. En fait, il y avait une générosité de cœur de dire nous ce qu'on veut, c'est que les gens qui les regarderont en fait, on peut peut-être leur faire gagner du temps en Mhm. partageant ce qu'on a, nous, dans le cœur ou dans les tripes, nos expériences. Derrière, on a envie que ça aide. Et ils étaient animés par ça. Et moi, c'est ça qui m'a vachement émue, en fait, parce que c'était pas une question d'ego, de j'ai envie d'être dans le film ou pas, c'est utilise ma matière pour montrer au mieux et aider les gens. Et je trouve que c'est vraiment top. Mm. Je Et les aime alors, trop. voilà. Et alors, c'est ça qui nous a beaucoup touchés. C'est qu'on s'est tellement pas trompé, quoi, dans le Mm. casting. C'est qu'en fait, ils nous font vibrer dans ce qu'ils nous racontent, dans la sincérité, de leur récit, ils sont restés eux-mêmes et ils nous ont dit des choses hyper intimes. Et je pense qu'on l'aurait pas obtenu, on n'aurait pas obtenu ce niveau-là d'intimité, de sincérité si on les avait pas un peu connus. Oui, parce que très souvent, et ça revient aussi un peu dans le film, c'est que quand on se voit entre entrepreneurs, c'est soit dans des réseaux, dans des réunions, Mhm. et on ne peut et on n'a pas trop le choix que de montrer un visage où ça réussit. Peu importe ton nombre d'années ou de mois d'entrepreneuriat, tu es obligé de te montrer un peu au max. Il n'y a jamais des moments où en fait, t'as un coup de moins bien, ou alors c'est très rare, et du coup, il faut avoir vraiment être entouré de gens de confiance pour dire, bah là, moi j'en ai ras le cul, j'ai envie de faire ma boîte, ou ça va Mhm. pas trop fort, ou là, j'ai du mal à me faire payer. Et en fait, c'est pas grave. À ne pas confondre avec sa valeur intrinsèque et Mhm. que les personnes à qui tu dis ça, ils vont dire, bah oui, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, moi aussi, mais dans une semaine, ça ira mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très précieux dans sa vie d'entrepreneur, c'est de pouvoir être entouré quand même de ces personnes-là qui vont pouvoir nous regarder pour qui nous sommes et non pas la réussite toute relative ou de façade, de l'état émotionnel du moment. J'enlève le mot réussite parce que, encore une fois, ça veut rien, tout dire et rien dire. Mhm. Mais de dire, bah là, voilà, je suis comme je suis. Des fois, j'ai pas envie de pitcher. Des fois, j'ai pas envie d'être bon. Des fois, je suis fatiguée. Et en fait, c'est OK. Pourtant, je suis un très bon entrepreneur. Ma boîte, elle avance et tout va bien. Ouais. Je termine juste un petit truc. Ce Mhm. qui était aussi très important, c'est que tous ces entrepreneurs nous ont raconté tout ça parce qu'il y a peu d'endroits où il n'y a pas d'endroit où on leur pose ces questions-là. Hum, Je pense qu'on leur a posé des questions que, à part eux-mêmes, personne ne leur avait hum, jamais posées. Et donc, du vraiment. coup, ils ont enfin pu se confier sur plein de choses de leur vie d'entrepreneur alors qu'ils ne pouvaient jamais raconter tout ça à quelqu'un à qui machin, ils étaient toujours. Et donc c'est ça qui est chouette, c'est enfin je peux déposer. Et moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est très vrai ce que vous dites et c'est ce qui m'anime aussi un peu dans le podcast. Et je vous fais un témoignage qui va dans ce sens-là, c'est que j'ai quand même eu des personnes qui m'ont dit par rapport à leur parcours enfin voilà, on va reprendre une partie du podcast parce que en fait, à un moment la personne elle expliquait qu'elle avait eu un échec, mais entre guillemets, elle l'avait bien vécu. Enfin, quand je dis elle avait bien vécu, elle l'avait bien géré, bien travaillé, bien organisé pour faire en sorte de pouvoir payer tout le monde, de fermer la boîte proprement. Et en fait, par rapport à des futurs investisseurs et tout, c'était mal vu. Hum, Alors que dans le côté, et les ricains, ils en ont des défauts, mais il y a quelques points positifs chez eux. Chez eux, c'est tout l'inverse. Il faut avoir échoué pour être un bon entrepreneur. hum. Donc, bon, ils créent maintenant le côté faux échec, même limite. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce que vous venez de dire là, moi, ça me parle énormément parce que, effectivement, on a souvent tendance à dire faut mettre cette belle façade, etc. Faut mettre ce beau masque. Et en fait, on a des histoires dans lesquelles ces échecs permettent de rebondir, dans lesquelles le fait de dire je vais pas bien,
ça permet de se poser la question et de pouvoir avancer et d'être accompagné comme tu peux le faire, Alice. Enfin, voilà, c'est pour ça que ça m'a parlé aussi, votre documentaire, parce que je sentais déjà la sincérité, et donc il n'y avait pas derrière de gros financements ou autre, parce que des fois, ce qu'on voit à la télé, malheureusement, il y a un angle qui est donné et puis faut le suivre, donc il y a un peu de la mise en scène. Là, on sent que à partir du moment où ça démarre avec la sincérité que vous avez montré et que j'ai lu sur Ulule, il y a pas de question à se poser, quoi. Mais tu as tout à fait raison, la capacité à vivre les choses comme un échec et de le transformer, Mhm. c'est juste énorme parce que ça te met au bout de toi-même. En gros, tu es face à toi-même, du Mhm. pourquoi, de qu'est-ce que tu en fais. Et bien souvent, ça fait juste partie du chemin, mais on grandit ou on est éduqué. Enfin voilà, la culture aussi de la réussite, il faut tout passer Ouais. sans faire de virage, les examens, etc. Si on analyse, finalement, on arrive à aujourd'hui à se parler parce qu'on a vécu tout ça. Et en fait, c'est beau aussi. Ça veut pas dire que ça fait pas mal, que ça fait pas chier et qu'on aimerait que ça se passe autrement. Attention. Oui, Par mais contre, oui. et des fois, t'as beau dire ça, quand t'es dans l'œil du cyclone, t'as les glandes, hein, t'aurais aimé vraiment que ça se passe différemment et des fois, tu perds des plumes. Mais par contre, en fait, si tu arrives à faire le travail sur toi-même qui incombe et de dire, ben, tiens, là, en fait, j'ai raté parce que, voilà, tout ça, tu vois, même ne serait-ce que, euh, je te donne un exemple, il y en a qui vont fermer leur boîte en disant, ouais, mais j'ai pas vu assez grand, ou j'ai pas cru en Mm. moi, ou voilà, déjà, ne serait-ce que de dire, ah ben, ok, j'ai identifié ça, mais c'est cadeau, quoi, en fait. Ouais. Et bah, la prochaine fois, t'iras mieux, hein. Et moi, je peux le dire aussi, hein, ma boîte, et que je disais au démarrage, moi, j'ai toujours voulu créer ma boîte. Donc, la première boîte que j'ai eue il y a 15 ans, putain, ça a été un rêve de gosse quand il a fallu que je la ferme. Parce que quand tu peux pas acheter une baraque quand t'es entrepreneur, même si tu gagnes du pognon, à moins de 3 bilans, donc déjà ça, vive la France. Et que sur un coup de tête, justement, je l'ai fermée alors que j'aurais pu, en fait, la garder et puis réfléchir autrement. Moi, j'ai mis 7 ans à m'en remettre. Ce deuil-là, c'est un travail, hein. Aujourd'hui, je peux t'en parler, mais j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Mais ça m'a vraiment tellement aidé à me dire, mais mes boîtes maintenant, je les fais fonctionner pas du tout de la même manière. J'ai vu plein d'autres trucs et je fais plein de nouvelles erreurs, hein. Je gâche du pognon aussi de plein de manières différentes aussi. Je suis très créative là-dessus, comme une entrepreneur, hein, Non, voilà. mais tu le vis mieux, Mais je le vis certainement. mieux. Voilà. Bienvenue au Je sais club. que c'est pas une fin en soi. Et donc pour arriver sur la fin de ce podcast, c'est quoi votre ambition? Donc là, vous en êtes à un palier où vous pouvez diffuser le film au moins une fois, voire plusieurs, je ne sais pas, dans différentes salles. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller chercher le Grand Rex, comme vous avez parlé. Mais ceux qui nous écoutent là, peut-être qu'ils auraient envie de dire, tiens, moi je suis dans le sud de la France et j'aimerais pouvoir faire diffuser le film, et je connais un pote qui a une salle qui peut diffuser, ainsi de suite. Enfin, voilà, l'idée c'est un peu partons sur l'avenir. Qu'est-ce qui reste à faire sur ce projet? Ce qui reste à faire, c'est effectivement de se dire, ben, au plus on a des moyens financiers qui nous aident à accélérer la mise en place de ces bonus, la finalisation du film, ben, on est content. Mhm. Maintenant, juste après, post-Ulule et puis post-projection de lancement, c'est effectivement ce qu'on est plus ou moins en train de faire. Il y a des gens qui nous contactent en me disant, ben, ça nous parle, on a envie que vous veniez faire une diffusion. Et donc l'idée, ça sera d'organiser comme un Tour de France, en fait, de venir faire ces diffusions en salle, mais ça peut être en salle de cinéma, ça peut être dans des entreprises, dans des CCI, des Mhm. éco-pépinières, des endroits où ça parle à ces personnes, où on a des chefs d'entreprise ou de l'entourage, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'insiste, et dans la communication, on va faire ça de plus en plus, c'est que là, venez voir le film avec votre mari, votre femme, les enfants, parce qu'on en parle et c'est très important dans une vie d'entrepreneur. Mhm. Et du coup, ces diffusions, on aimerait les faire avec, comme on appelle ça, des diffusions animées, où on a Mhm. des chefs d'entreprise qui vont nous accompagner, qu'ils soient dans le film ou pas, mais qui sont en capacité d'exprimer avec leurs mots à une salle, après la projection, de partager leur intériorité. Tout le monde n'est pas capable de parler de leurs émotions. Donc ça, on a pas mal de chefs d'entreprise qui sont bons là-dessus. Et c'est des projections animées. On a aussi envie de le présenter, ce projet, en mode
projection plus conférence derrière. On a envie d'écrire une conférence et de venir pour bousculer un peu aussi les gens derrière et les faire participer et les faire peut-être avoir des déclics eux-mêmes. Voire même, on nous a demandé aussi de pouvoir animer derrière des tables rondes. Donc, en fait, ça sera avec nos compétences à nous derrière, de le valoriser comme, comme un happening, comme ouais, un événement. Un événement, ouais, voilà, tout simplement derrière. Et maintenant, ça, c'est à discuter avec les gens sur lesquels ça va vibrer. On a des agglomérations qui nous ont contactés, on a des CCI, on a des gens individuels, on a là, j'ai une amie qui est avec la fédération de slam, parce que vous verrez, il y a des petits trucs qu'on a mis dedans, parce que l'histoire aussi, c'est de faire vivre des rêves un peu, et pourquoi pas de faire voilà des projections associées avec d'autres choses. Et tu voulais me dire un truc Moi, je disais que comme Alice, elle nous a appris à voir grand, on rêve ensuite d'une phase 2. Après, c'est pour cette grande tournée française, et avant la tournée internationale, on pourrait passer par une phase saison 2 et pourquoi pas une série sur Netflix. Ouais. On s'est dit que maintenant... il faut rêver aussi. Voilà. Top, bravo. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cette idée de la vision et tout, donc ça me va très très bien. Et donc rêvons loin. L'idée, avis aux financeurs là pour le coup. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper ouvert et là on en c'est discute. Que si des gens ont entendu ou entendent ce podcast déjà, normalement, on va croiser les doigts, la cagnotte Ulule sera encore ouverte. Elle est ouverte jusqu'au quand? On va donner une date comme ça au moins. Au 1er mars. 1er mars, ok. Donc normalement. Février, voilà. Ça devrait tenir. Voilà. On va faire en sorte que l'épisode soit diffusé le plus rapidement possible pour que ça puisse rentrer dedans. Le deuxième point, c'est que s'il y a quelqu'un qui est intéressé par la diffusion et autres, il vous contacte sur LinkedIn, l'une ou l'autre, et puis après, derrière, vous faites le taf, je suppose. Exactement. Il y a aussi le site web du film, lebonsens-lefilm.com. Ok. Bon, je mettrai tout ça dans les notes du podcast pour que les gens puissent vous retrouver. Moi, je vous dis à très bientôt parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime bien faire et suivre un petit peu les aventures. Donc, peut-être me retrouver à un moment d'une diffusion, peut-être faire en sorte d'aider à ce qu'il y ait une diffusion dans le nord de la France. Voilà, je me mets aussi ma mission qui est le relais du podcast Allez Vas-y, mais c'est mon objectif aussi derrière. Ouais, chouette. Super. Avec grand plaisir. Ouais. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de vous rendre disponible. Je vais vous laisser manger les sushis. Les gens ne comprendront pas, c'était gentil, du off. Ça. Mais voilà, parce que vous êtes, on va l'expliquer quand même, mais vous êtes en phase de montage, de dérochage et compagnie. Donc, on vit... Là, si tu veux, ça fait... presque 15 jours qu'on est dans une salle qui fait à peu près 6 mètres carrés. Il y a une fenêtre. On va pas non plus être tout à fait... Voilà, il y a quand même une fenêtre, mais on est enfermé. Ça fait des grosses journées. Donc, on adore nos personnages. On est hyper fan. Mais on sera content quand on va revoir la lumière du soleil et que notre film sera dans la boîte. Là, on est dans le dernier... On est dans le dur, comme on dit. Ouais. Je me doute, je vois de quoi vous voulez parler quand on voit les mêmes images pendant un longtemps. Même si on les aime, au bout d'un moment, on a l'impression de devenir un petit peu fou. Donc, je vous comprends à 2000%. En tout cas, au plaisir de suivre votre aventure et merci pour cette bonne humeur et cette petite parenthèse du midi que je viens de vivre. Merci mille fois, Frédéric. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.